Alors, on vient de débriefer justement, et je vous remercie tous d'ailleurs d'avoir contribué au tout sur le profil des micro-influenceurs. Alors justement, sur les micro-influenceurs, vous avez bien compris, quand on va parler de vraiment d'influence dans les médias sociaux, je pense qu'il faut vraiment parler, non pas des Cristiano Ronaldo de ce monde-là, mais de notre monde, mais plutôt de gens qui ont une influence parce que leur réputation s'est construite au travers de l'expertise qu'ils ont dans un domaine particulier. Et là, en l'occurrence, ce que vous avez ici sont des extraits de l'article que je vous ai donné tout à l'heure, que je vous donnerai en référence aussi, que je vous enverrai si vous le souhaitez, qui est vraiment très utile pour ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux et avoir des points de repère par rapport au tout. Donc, ce que je vous donne là, c'est un résumé des choses, mais qui permet de structurer les choses. Le point, donc, c'est ne vous fiez pas simplement, ça a été largement évoqué, ne vous fiez pas simplement à la taille du réseau. Ce qui importe véritablement, c'est l'empathie et l'expertise que l'influenceur va avoir avec sa communauté sur le sujet donné. Et c'est pour ça qu'en fait, le taux d'engagement va être tout aussi important, voire peut-être plus important que la taille même de la communauté. Et si vous allez travailler avec des gens qui ont beaucoup de followers, mais qui ont des niveaux d'engagement pas forcément constants, bah, posez-vous la question du fit qu'il va y avoir avec la marque ou la catégorie de produits que vous représentez. On en a parlé, mais c'était simplement rebouclé par rapport à ça. Alors, on en revient justement au quel type d'influenceur choisir. Je viens d'en parler à l'instant. Le nombre de followers n'est pas forcément la seule variable. Regardez le niveau d'engagement. Regardez la composition de la base au travers le temps. Ça a été très largement évoqué quand une personne a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, mais qu'en fait, un influenceur, c'est comme une start-up et que ça grandit avec le temps. Et le bon influenceur, c'est celui qui va continuer à faire grandir sa communauté de façon naturelle parce qu'il construit sa réputation sur ce qu'il fait, dans sa capacité à le faire grandir parce que ce qu'il fait finalement, c'est bon, c'est bien, donc les gens le suivent. Et donc la capacité à regarder comment il recrute, comment sa communauté grandit et est-ce que justement le taux d'engagement tient la route dans le temps. Excusez-moi, il y a Carla qui essaie de se reconnecter, elle n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez l'accepter sur le lien? Alors je vais essayer. Je ne sais pas si elle dit. C'est vrai que moi je ne la vois pas, je n'ai pas de demande d'admission. Ok, bon, je vais lui dire. Merci. Je vous en prie. Attendez, je vais vérifier. Ah si, je la vois là. C'est bon. Donc je vais repartager l'écran. Donc Carla nous a rejoint. Et je repartage, je repars d'où on était. Donc du coup, la réalité de l'influence aussi se construit dans les années. On n'est pas. Et je pense que ça semble être une évidence, mais l'authenticité et la capacité à faire grandir une base dépend également de la capacité à être constant dans le temps. Et donc, c'est pour ça que ça devient, pour ceux qui le font et ils sont passionnés, donc c'est ce qui les fait avancer. Mais regardez effectivement la capacité et comment la structure de la communauté s'est construite dans le temps. On en a parlé tout à l'heure. Plus la marque va travailler avec des gens qui sont professionnels et dans leur façon dont ils engagent leur audience et leurs clients, plus ce sera effectivement signe du fait que la personne sera un bon partenaire dans le process. Et peut-être que dans ce cadre-là, il vaudrait mieux travailler avec des gens qui ont peut-être moins de gens qui les suivent, mais qui sont plus pros dans la façon dont ils engagent et dans la façon dont ils font les choses, et peut-être l'expérience qu'ils peuvent avoir avec d'autres marques. Un point également, et je pense que c'est un point important aussi à mettre en œuvre, à garder en tête pour une marque, c'est que la marque ne doit pas forcément dicter le brief créatif. Et il faut donner de la liberté aux gens pour faire les choses qu'ils ont envie de faire quand ils veulent parler du produit. Mais au-delà de ça, il faut également juger de la capacité de cet individu-là
à en parler, mais le relier en fait à son expérience propre qui va rendre le tout encore plus authentique. On en revient tout à l'heure à la passion. La réalité, c'est que effectivement, ceux qui marchent le plus dans le temps, c'est ceux qui sont véritablement passionnés et font ça depuis longtemps et sont très, on va dire, totalement piqués par le truc et continuent à faire le tout. Et après, le choix de la plateforme, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais je pense que du coup, en fait, c'est certes lié à la taille et à la cible, mais c'est lié aussi au type de gens que vous allez pouvoir engager par rapport à ce que la plateforme est censée faire. J'imagine que vous êtes tous utilisateurs, enfin beaucoup êtes utilisateurs de Twitter. On ne va pas faire la même chose sur Twitter qu'on va faire, je ne sais pas moi, sur TikTok ou sur Insta. Et les usages, les plateformes vont driver un type d'usage et un type de contenu bien particulier. Et bien évidemment, le tout se benchmark, et c'est pour ça que les agences d'influence ont vraiment un rôle important par rapport à ça. Après, il y a aussi un point qui peut être important aussi, alors même si on est en temps de Covid, hein, mais peu importe, hein, la capacité de l'influenceur à faire bouger les gens du on au off est vraiment quelque chose d'important aussi, de pouvoir déplacer les gens et de les animer on, mais de les faire converger sur des événements off, est un signe également de la force de la communauté, de la force de l'engagement. Et puis finalement aussi, il y a une chose importante, c'est que quand on va, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais quand on va s'intéresser à la mesure d'efficacité, si on regarde simplement le taux d'engagement et le taux de couverture, c'est peut-être parfois un peu limité. Et il ne faut pas hésiter à faire des choses qui sont entre guillemets traçables et trackable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire inclure des QR codes ou faire des choses qui vont permettre effectivement de voir dans quelle mesure l'effet de la présence avec un leader d'opinion, un influenceur, a pu être bénéfique ou pas. Je vous le donnerai, mais en fait, je tire encore une fois cette comparaison. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est il y a deux choses. Hein. Il y a quelque chose que je vais pointer. Alors, Facebook est le plus important en termes de largeur de base, d'accord, avec presque 2,5 milliards de personnes qui sont actives, ce qui est beaucoup, bien évidemment, ce qui est beaucoup moins sur Twitter. Et la particularité de Twitter, c'est qu'il y a le réseau ne grandit pas beaucoup, mais il n'y a qu'un certain nombre d'individus qui sont très actifs. Mais c'est surtout fait, effectivement, comme on le voit en bas, un peu plus bas au milieu. Chacun des types de réseaux va être drivé par un type d'usage en particulier. Et il y a un truc qui est assez intéressant dans le cas que les gens ne se rendent pas compte, dont les gens ne se rendent pas compte. Entre 2017 et 2019, le taux d'engagement sur Facebook a quand même très fortement baissé, avec une perte d'utilisateurs, avec, on va dire, un vieillissement de l'utilisateur moyen. Ce n'est pas une surprise pour vous, mais allez voir, bien évidemment, on retrouve plus de gens plus jeunes sur TikTok et sur Insta qu'on va en retrouver sur Facebook et sur Twitter en particulier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que également les taux de satisfaction sont plutôt effectivement importants, sont moins importants sur Facebook que sur d'autres réseaux sociaux plus nouveaux. Vous avez en fait aussi en bas, et ça je pense que c'est intéressant parce que je l'ai trouvé dans l'article là, et c'est vraiment intéressant. Moi personnellement, j'ai appris des choses. On a le coût au poste aux États-Unis. Le coût, c'est un coût moyen d'un poste aux États-Unis qui serait fait par un influenceur. Et ça correspond, même si Facebook, ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai évoqué précédemment, est le plus gros réseau social, avec la plus grande taille de communauté, mais un taux d'engagement qui baisse, naturellement, le coût au poste est moindre sur Facebook qu'il va l'être sur Insta. Et il semblerait que, à la fois, je n'ai pas de chiffres sur TikTok ni sur Insta, enfin, par rapport à Insta. Effectivement, c'est Insta et TikTok qui ont vraiment la tendance positive. On va mettre de côté YouTube parce que YouTube, on est vraiment dans un processus qui est différent, où souvent le coût au poste
va être associé peut-être également à des campagnes qui sont plus importantes, puisque ce que vend Google aussi au travers de YouTube, c'est du relais de choses qu'on aurait fait naturellement peut-être plus facilement à la télévision et qui vont coûter plus cher par définition. Et puis finalement, on a des choses qui sont assez intéressantes dans la capacité aussi de certains réseaux à grandir plus que d'autres dans le temps. Assez intéressant, je vous les donnerai, mais gardez ça en tête. Donc si je résume, bien évidemment, allez regarder le profil d'usage, le profil des personnes. Chose importante également, vérifier le taux d'engagement dans le temps et regarder en fait également les raisons pour lesquelles les gens utilisent un réseau social plutôt qu'un autre avant d'engager sur tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément évident, mais il ne faut peut-être pas forcément engager sur tout, mais choisir ceux qui sont les mieux pour vous. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a des implications dans la façon dont on va gérer le tout, à la fois sur le réseau, et si on a plusieurs types d'influenceurs, ben, ça peut être plus difficile de gérer des influenceurs qui sont présents sur un seul réseau et pas sur d'autres, etc., etc. Mais c'est pour ça que les agences d'influence marketing se développent de plus en plus. Et s'il y a des marques qui pensent à le faire, ben, ça devient un vrai métier qui est de plus en plus intégré aux agences traditionnelles, mais qui existe en tant que tel. Alors, simplement un point par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a souvent l'impression que l'influence marketing, ça ne fait que marcher, et il n'y a que les côtés positifs. Bah non, forcément. Ça a été évoqué tout à l'heure lors de risques d'influence par rapport à l'image de marque. Et ce que je retrouvais dans l'article, effectivement, c'est en 2015, une société, un laboratoire pharmaceutique avait utilisé les services de Kardashian pour promouvoir un médicament sur on va dire pour les femmes enceintes. En fait, Kardashian a fait un post sans entre guillemets mettre en avant le fait que le médicament avait des side effects, c'est-à-dire des effets non volontaires, et automatiquement la FDC, qui est la Federal Trade Commission aux US, a épinglé le laboratoire et donc non seulement a dû arrêter sa collaboration avec Kardashian, mais c'est effectivement l'une des dérives potentielles. Alors effectivement, merci à Romain qui nous dit que Call Square est vraiment très intéressant pour regarder les stats des influenceurs. Effectivement, moi j'utilisais dans le temps aussi, mais ce n'était pas sur les influenceurs, mais Call Square, c'est K-O-L plus loin Square, S-Q-A-R-E. Je pense que Social Bakers on va dire, ça permet de comparer en fait les niveaux d'engagement de marque et donc forcément d'influenceurs pour essayer de trouver des stats justement sur le niveau d'influence. Et toutes les stats qui sont données dans l'article, qui ont donné naissance entre guillemets à ce tableau-là, viennent d'un site qui s'appelle Statistica ou Statistisa. Allez-y, il y a plein de stats et c'est assez intéressant, en particulier si vous devez mettre en place un benchmark sur quelque chose qui a trait à la chose digitale au sens large. On en a parlé, et encore une fois, ça sera remis à disposition. Dans l'ordre des choses, on ne va pas forcément sur toutes les plateformes, on va choisir la plateforme qui correspond le mieux à ce que l'on veut faire et ce qui permet d'être déployé. Vous allez avoir dans votre cours, en fait, logiquement, vous allez avoir une personne, j'espère qu'elle va venir, d'Hermès qui va venir parler d'influence dans le luxe en vous donnant des exemples assez concrets qui doivent venir de la maison mais qui doivent venir du luxe en général. Et je pense que ça sera très utile pour venir vous montrer qu'est-ce qui se passe et ce qui se fait dans cet univers-là. Ce que vous avez ici, ce que je remets à disposition ici, c'est simplement, on va dire, des recos sur la démarche. Donc, la spécificité de la plateforme et le tout va aussi encadrer la façon dont vous allez engager les gens et les influenceurs. On l'a dit précédemment, mais c'est aussi choisir des gens qui sont là pour durer et qui vont être capables de collaborer avec vous, pas forcément sur un seul type de média, mais sur d'autres médias, si ça peut avoir du sens. Des gens qui ont une authenticité qui se traduit par une croissance, on va dire, naturelle
du nombre de followers et d'engagement dans le temps. Ce qui se va sous-entendre, on l'a évoqué tout à l'heure, la taille du réseau est importante, mais la taille du réseau doit aussi être contrebalancée par le niveau d'engagement. Mais ça va dépendre également de la capacité que vous allez avoir en tant que marque à manager non pas un ou deux influenceurs, mais 10 influenceurs si vous voulez avoir un reach important. Et peut-être que justement, il y a un trade-off qui doit être trouvé. Donc, par rapport à ça, je pense que si l'agence fait bien son travail par rapport à tout, doit être capable de vous accompagner là-dedans aussi. Et ce que je disais tout à l'heure, pour éviter effectivement de la prise en main qui devienne une communication top-down et trop verticale de la part des marques, trop contrôler en laissant peu de liberté dans la créativité, c'est pas bien. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas encadrer ce qui doit être fait. Typiquement, l'exemple de Kardashian, si effectivement, si tu poses quelque chose, il faut renvoyer sur les conditions d'utilisation et sur les side effects. Mais tout ça, ça vient de la capacité à pouvoir bien briefer les gens au départ. Et donc, ça sous-entend aussi que sans contrôler à la virgule près ce qui est fait, si c'est comme un pré-planning de prod, peut-être que ce qui est bien à voir, c'est une pré-approbation sur le contenu qui va être déployé. Dans le contrat lui-même, des choses classiques, mais travailler sur une exclusivité si ça a un sens ou pas. Travailler aussi sur, je pense que les gens ne sont pas dupes. S'il y a un influenceur qui travaille pour une marque, il faut qu'il le mette en avant clairement. Et la marque doit également le mettre en avant clairement. Tout simplement parce que les choses qui sont non dites finissent par se savoir et ça peut nuire à la réputation. Et puis d'un point de vue plus contractuel, travailler sur des clauses de sortie et bien évidemment encadrer le champ de la loi localement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'influence aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a abordé? Non? Alors soit je vous ai tous perdus, mais je vais prendre ça comme le fait, vous n'avez pas de questions. Alors, je vois. Non, pas de questions, monsieur. Très bien. Pas de questions, merci. Merci à tous. On va alors simplement, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour resituer le tout et peut-être pour ouvrir par rapport à la fois prochaine, on a parlé en fait, et je le liais en fait au digital, mais vous l'avez compris, c'était le propos de mon introduction. Il n'y a pas de l'influence, c'est pas nouveau. Elle est simplement boostée par des moyens de connecter les gens entre eux qui ont été démultipliés en particulier depuis l'émergence des réseaux sociaux. Mais bien avant ça, dans online, c'était les forums et les blogs. Et avant, ça a été évoqué quand on a fait l'exercice des caractéristiques et des façons de les activer, les cercles d'amis, et l'influence a toujours existé. Ce qu'on vient de voir ici, c'est l'influence, l'importance d'un type de marketing, c'est le marketing de la valeur au travers de l'influence. On aura peut-être l'occasion de parler dans les fois prochaines du marketing de la valeur sur le Customer Lifetime Value, mais je pense que c'est certainement quelque chose que vous avez abordé dans votre cours de pilotage de la relation client. Et puis, j'en ai parlé, je l'évoquerai peut-être, mais ce n'est pas le propos, mais j'en ai parlé très rapidement sur les lead users. On ne va pas parler forcément de l'influence dans la capacité à coproduire avec certaines cibles qui ne sont pas forcément des influenceurs, mais qui sont des gens qui sont capables de donner des idées pour développer de nouveaux produits. Dans tous les cas, et ça permet de reboucler sur ce qu'on a fait au tout début du cours, et quand je dis au tout début du cours, où le propos, j'essaie de réintroduire le digital comme un média qui n'est pas forcément le meilleur des médias, mais qui a des avantages et des inconvénients comme tous les autres. Et le tout renvoie toujours, encore une fois, à cette fameuse, en fait, loi du 20-80 et Pareto. C'est quand vous allez comparer vos choix médias dans le déploiement, qu'il soit en digital ou en offline, c'est toujours faire un trade-off entre la quantité des contacts et la qualité des contacts. Pourquoi? Parce que quand on avait parlé d'influence, forcément, on n'est pas forcément sur des gens qui sont très nombreux, encore que justement, j'ai lu même que certaines marques déployaient la totalité de leur budget sur de l'influence en multipliant les collaborations avec des influenceurs. Ça sous-entendrait que le reach, c'est-à-dire que la couverture que leur proposent les influenceurs leur suffit.
pour pouvoir continuer à développer leur vente. Mais le trade-off est toujours entre quantité des contacts et qualité des contacts. Et il faudra toujours garder ça en tête lorsque vous allez comparer vos alternatives médias. Alors, quand on va parler d'alternatives médias, ce qu'on fera la prochaine fois, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup d'influence. J'avais réintroduit la notion de poème pour réintroduire la stratégie de paid on earned media au tout début du cours. Ce que j'essaierai de faire la prochaine fois, c'est qu'on partira en fait du parcours d'achat d'un individu ou d'un individu dans une catégorie de produits donnés. Et on essaiera d'envisager comment la marque va pouvoir benchmarker et mettre en place un parcours d'achat qui va organiser l'ensemble des points de contact que la marque devrait avoir avec l'individu dans son parcours d'achat au travers du site ou des points de contact dont la marque dispose. Je parlerai essentiellement du site. Il y a quelqu'un qui m'a demandé au cours dernier, est-ce qu'on pourra faire un point sur WordPress et je vous montrerai très rapidement, j'essaierai de le faire la prochaine fois, comment marche un CMS, un Content Management System, pour pouvoir, si vous avez à mettre en place un site, c'est assez simple, il suffit de commencer pour le faire, mais on essaiera de parler ça rapidement. Une fois qu'on a un site et qu'on a fait sa stratégie en fait de quantité par rapport à la qualité des contacts, qu'on décide de faire du paid media, ce qu'on fera la prochaine fois aussi, c'est qu'on aura l'occasion de parler de mise en place de campagnes sur Google AdWords. On parlera de campagnes en social, sur Facebook en particulier. Ce n'est pas moi qui en parlerai, je vous donnerai accès à des tutos et je vous demanderai d'aller voir ce que racontent les gens sur les tutos. On débriefera ensuite. Par rapport à ça. Pourquoi ? Pour deux raisons, je crois que je l'ai déjà évoqué, c'est que c'est long et surtout, la meilleure façon de l'apprendre, c'est de savoir où les chercher, c'est le but du tuto, mais surtout de vous y mettre quand vous aurez l'occasion de le faire. Et à cet égard, en fait, n'hésitez pas, je crois que je l'ai déjà évoqué, à considérer mettre en place, il y a des certifications gratuites chez Google, à la fois sur Google AdWords, au premier niveau, et sur Google Analytics. Ça vaut la peine au moins peut-être après pour pouvoir être plus familier et mettre ça sur un CV. Et stratégie Earned Media, on en a parlé au travers de l'influence, qui devrait nous permettre de faire le tour du poème et de la stratégie à mettre en œuvre sur le parcours d'achat. Voilà. J'arrêterai là aujourd'hui. Quand je dis j'arrêterai là aujourd'hui, je ne vais pas vous lâcher tout de suite. Je vais vous inviter à poser des questions si vous en avez, bien évidemment.